Quand tu réalises que ton transporteur, ça fait quelques fois que tu as un petit doute, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu le sais, tu le Exemple. devines. Ben, ça, c'est dans le vécu d'un entrepreneur. Il se dit, ben là, c'est quand même étrange parce que c'est le sous-traitant d'un sous-traitant, ça vient de changer le nom, c'est les mêmes personnes, c'est plus la même bannière, les remorques ne sont pas les mêmes, les documents qu'on me présente me paraissent étranges, les papiers qu'ils me présentent, je vois bien que c'est pas comme d'habitude, mais je n'ose pas poser de questions. Bienvenue à Réussite ta Pro Secret partagé, le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique, et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va traiter d'un sujet intéressant, fascinant aussi, je vous avoue, celui des enquêtes en entreprise. Oui, c'est un service qui existe. Donc, j'ai un invité pour en parler. On va d'abord démystifier ce que c'est, comment on fait ce genre d'enquête-là, et surtout comment ça devient, à titre préventif, un outil de gestion de risque. On va discuter de tous ces points-là. Et qui d'autre pour en parler qu'un expert spécialiste enquêteur, Philippe Chevalier, que j'accueille. Philippe, Merci bonjour. beaucoup. Merci pour ta présentation. D'habitude, c'est beaucoup plus dramatique. Là, c'était calme, serein, donc On s'était mis c'est parfait. d'accord qu'on Ouais, n'allait pas alarmer, mais oui, on allait informer, oui. éveiller. Et c'est Mm. vraiment ce que j'ai l'intention de faire avec toi. Parce que on n'en parle pas trop de ces choses-là. Ben non, Je suis pas sûre qu'on sait que c'est disponible aussi on le facilement, sait pas ce non genre de plus. service. Non, Donc, on va expliquer que ce l'est, c'est parfait. que c'est abordable, mais que sûreté, c'est important dans certains contextes. On va démystifier tout ça. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, on est en 2025, Mhm. quelles sont les tendances des crimes que l'on voit dans les organisations? Je sais que ça fait bizarre de dire ça, les tendances, hein? Mais est-ce qu'il y a des choses qui s'accrochent, qu'on a connues déjà dans les années précédentes, ou d'autres types d'activités, disons-le comme ça, qui s'accentuent depuis 2023, depuis 2024 et qu'on va retrouver davantage en 2025? Il y a peut-être des nouvelles activités aussi dont tu veux nous parler. Donc, explique-nous un peu Je, l'état je des te, je lieux. te reconnais bien là comme personne structurée qui veut une progression. Ma réponse va être différente. OK. Depuis que le monde est monde, depuis qu'il y a Ah du ouais, commerce, de l'approvisionnement, du transport, de la c'est logistique, omniprésent. c'est omniprésent, ça fait partie de Ouais. la nature humaine. Et dedans, on peut mettre aussi bien l'intrusion du crime organisé dans les entreprises, que ce soit en y infiltrant des employés, même en s'asseyant au conseil d'administration, que ce soit la fausse facturation, que ce soit un grand classique, les fameux camions qui disparaissent entre Montréal et Toronto, comme si les extraterrestres avaient Oui, enlevé. Hein, disparaissant comme le triangle des Bermudes. On va en parler parce que c'est vrai qu'on a c'est notre imagination ou notre imaginaire ou les histoires qu'on a entendues, mais on n'a pas toujours ou on prend pas toujours conscience de la proximité de ces choses-là. On a toujours l'impression, hein, je le dis souvent, que ça arrive ailleurs, que ça arrive dans d'autres types d'organisations, que nous, on n'est pas vraiment exposés à ce genre de situation. Et c'est peut-être là l'erreur la principale erreur que beaucoup commettent, je pense. Je crois que je vis dans un monde parallèle, effectivement, puis J'ai c'est l'impression bien que que je oui, t'en parle moi. parce que pour venir ici au studio, ce fut un long parcours. Et dans ce long parcours, en passant à travers la couronne nord, Laval, Oui. je vois des bannières de magasins, d'entreprises, de chaînes de commerçants très connus. Puis je sais que, oh, tiens, ça c'est les motards, ça c'est la mafia. Ça, la mafia possède un tiers Oh des là là, franchises. d'accord, OK. Cet entrepôt-là, ben oui, je sais ce qui se passe. En fait, dans mon univers à moi, c'est mon univers normal. Ça fait partie du quotidien. Donc, on est enquêteur privé pour les entreprises, pour les corporations, pour le monde des affaires. Et tout ce qui concerne la fraude, tout ce qui concerne C'est la la face délinquance, cachée c'est la vie de notre normale. écosystème, en fait. Toi, tu le considères comme étant normal. Mais il Oui, reste parce que que c'est une normalité. Et ce que je ne porte pas un jugement moral en disant que c'est bien, évidemment. ça Mais ça existe. fait partie du décor, ça fait partie du contexte, ça fait même partie des opérations. Tu imagines. Donc, quand on parle de gestion de la chaîne d'approvisionnement, hein, on a toujours les éléments de gestion de risque, comment on contribue à gérer certains risques qu'on connaît. On en a parlé beaucoup.
Mais dans ce cas-ci, on a des risques très, très importants. On va parler de prévention plus tard, mais là, on veut aussi développer un réflexe et mettre en place des outils qui vont nous permettre de gérer des choses importantes. Là, on parle de non seulement les pertes financières, on est un peu plus familier avec ce type Mm. de dommages pour certaines situations de crime ou de fraude, mais il y a tout le risque lié à la réputation. On peut prévenir aussi avec ce dont tu vas nous parler. Il y a les risques légaux aussi. Ça aussi, tu vas nous en parler. Ça pèse lourd, ça aussi, dans l'élément des risques. Mais c'est comme... Oui, ben le premier problème s'appelle le déni. Le problème qui est la base du déni, c'est le proverbe que tu as mentionné au second degré, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais, c'est vrai. Pourtant, la réalité, elle est... Il faudrait parler de normalité tantôt. La réalité, c'est que oui, dans toute vie d'entrepreneur, c'est inévitable, mathématique, c'est incontournable. Je pourrais mettre tous les adverbes et les adjectifs Ouais, possibles ouais, les uns après les autres. Un jour, tu auras un associé problématique, fraudeur, un employé stratégique sur lequel tu te reposes et qui, Mm-mm. dans un événement de vie, va faire qu'il va devenir fraudeur. Ça peut être un client, un fournisseur à l'étranger, un client avec qui on est en affaire de longue Ou date, qui traîne une qui histoire traîne une qui histoire. est Ça pas peut être intéressante. des changements et ça peut être aussi de manière organisée, donc programmée, je reprends l'expression, l'intrusion d'organisations criminelles dans une entreprise pour en prendre le contrôle ou simplement parce qu'ils ont besoin de partenaires d'affaires pour le volet apparemment légal de leurs entreprises. Et tu mentionnais le dommage de la réputation. Le tsunami, la tempête, le cyclone que déclenchent les médias, et ça se comprend très bien, ils De font plus leur en plus, travail de plus médias, facilement, ils plus font leur travail rapidement. de Ouais. médias lorsque le nom d'une entreprise est simplement nommé, parce qu'à un moment donné, elle a été Ouais. contaminée à Ouais. proximité d'une entreprise ou d'un scandale relié à Oui, une c'est organisation fatal. On en criminelle. a vraiment parlé beaucoup dans un épisode, puis je pense qu'on considère pas, on sous-pèse pas correctement ce que ça peut représenter. Euh, Philippe, dans quel... Je sais que je m'avance, là, puis je veux pas te mettre dans... Mais est-ce qu'il y a des secteurs plus à risque que d'autres? Euh, non et oui. Oui et non. Ça dépend dans quel sens je vais te Il n'y a répondre. pas d'exclusion, mais il reste Non, qu'il doit y avoir des secteurs il n'y a qui pas sont... d'exclusion. C'est un calcul risque et enjeu qui est fait par le crime organisé. Il y a des entreprises avec des réseaux de franchise, puis je pense à un de nos clients passés qui vend un produit qu'on a tous les jours avec nous, avec une belle marge de profit. Eh bien, un tiers de ces franchisés, puis c'est une bannière connue au Québec, étaient aux mains d'une organisation criminelle. un tiers. Et ça, c'était facile pour eux, pour les criminels, parce que ça permet double facturation, ça permet... le système de la franchise est très pratique. En infiltration pour le crime organisé, c'est merveilleux. On met de l'argent au départ. Le franchisé n'est pas très regardant parce qu'enfin, il trouve quelqu'un qui est prêt à payer et à contrôler, à prendre la gestion de 2 ou Ouais. 3 Ouais, ça magasins ou lui points de sert bien vente. de toute façon, ouais. Donc, et puis après quelques mois ou quelques années, il se rend compte qu'il n'a plus le contrôle sur ces magasins-là. Donc en fait, c'est de l'opportunisme et de l'opportunité. Mais pour revenir au secteur qui t'est Ouais, familier, ouais. évidemment que le monde du transport est un Ah monde oui. merveilleux. Pour ça, c'est de notoriété publique, puis ceux qui nous écoutent, ça va faire écho immédiatement. Les compagnies de transport à travers le Canada et le transport transfrontalier Canada-États-Unis est un milieu où arrive le meilleur comme le pire. Ah oui. Ah C'est une oui. manière diplomatique de le dire, mais D'accord. personne n'est dupe. Donc, sans alarmer, déjà en positionnant ces secteurs-là, il y a comme un éveil qu'il faut avoir. On va Oui. décortiquer un peu de quoi il peut Sans s'agir. dévoiler, mais on en a parlé depuis quelques jours. Un transporteur existant mais non existant, c'est quoi? C'est parce que tous les papiers sont faux. Les permis de conduire, on le sait, mais aussi tous les documents légaux, la propriété des véhicules, les actifs que représentent le tracteur et la remorque, tout ça est détourné ou C'est faux. fou. Et lorsque ça va mal, les camions ils disparaissent, mais avec le contenu aussi. Alors, c'est pas inintéressant, c'est même de la bonne gestion de risque de savoir à qui on a affaire et c'est faisable, on peut le faire. Alors, dis-moi, il y a deux choses là, qui me viennent en tête. D'abord, quels ont été les signaux
pour que ces organisations fassent affaire avec Philippe Chevalier? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on dit là, non, il y a un truc là où ça dépasse l'entendement, où on dit le sentiment de perdre le contrôle, comment ça se manifeste? À quel moment on dit là, faut y voir, faut aller plus loin? Ça se manifeste trop tard. Souvent, il Euh, est trop tard. Trop tard parce que c'est plus facile avant. Mais je reviens sur la question du déni. Quand tu réalises que ton transporteur, ça fait quelques fois que tu as un petit doute, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu le sais, tu le Exemple. devines, ben, ça, c'est dans le vécu d'un entrepreneur. Il se dit, ben, là, c'est quand même étrange parce que c'est le sous-traitant d'un sous-traitant, ça vient de changer le nom, c'est les mêmes personnes, c'est plus la même bannière, les remorques ne sont pas les mêmes, les documents qu'on me présente me paraissent étranges, les papiers qui me présentent, je vois bien que c'est pas comme d'habitude, mais je n'ose pas poser de questions. À ce moment-là, ça s'appelle du tamponnage dans le terme du métier. Tamponner quelqu'un, c'est quoi? C'est tester, vérifier, est-ce qu'il a de la colonne ou pas? Et si tu baisses la tête et que tu acceptes, et puis qu'en face de toi, l'organisation criminelle, on prend l'exemple, compagnie de transport, donc camion. Ouais. L'organisation criminelle réalise et voit que tu as un doute. Il le voit dans tes yeux, il le voit dans ton attitude. Mais que tu continues à faire affaire avec eux, Malgré. ils se disent, celui-là, on le tient. Et ça continue et ça va forcément mal finir. Tu comprends? Ouais. Alors, il y a plusieurs signaux qui peuvent te faire dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Ça peut être le tarif, tout simplement, qui est Ouais. hors de proportion Ouais. avec ce qu'on est habitué à rencontrer. Ça peut être Ouais, les tarif chauffeurs. significativement plus Oui, bas que le c'est marché, ça, par c'est ça. exemple. Il n'y a pas de mystère. Il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'être investigué avant que ça aille mal. Tu comprends? Alors, Donc, ton conseil sur cette situation-là, si on le cite en exemple, là, écoute ce qui ouais, surgit en dès toi, qu'il qui y te fait dire il y a a... quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que, on va parler un petit peu de chiffres, mais pas de manière trop précise, parce que malheureusement, les entreprises hésitent toujours à faire part de leurs déconvenus. C'est pas C'est bon vrai, pour c'est leur pas très image. populaire de C'est pas très parler de ça. populaire de Non, dire j'ai été non, fraudé. c'est Mais vrai. écoute, ça coûte combien de vérifier? 1000, 2000, 3000, 100, 150, 200, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, une vérification, pas seulement le registre des entreprises ou quoi que ce soit, Ouais, parce ouais, que tout ouais. ça pose le problème Mais des c'est surtout les prête-noms. personnes Oui, derrière, oui, ouais. oui, s'intéresser aux personnes, donc une enquête, une cyber-enquête, ça coûte un léger montant et c'est fait rapidement. Mais si ton chargement disparaît, si ton nom est entaché parce que Hmm. ton principal transporteur se révèle être membre d'action Ah criminelle, ouais, les pertes sont fois 10, fois 100, ouais, ouais. C'est parfois fois irrécupérable même. fois 200 ou C'est difficile. irrécupérable, puisque on le répète à satiété. Puis un de tes invités précédents en a parlé aussi. Une réputation entachée, ça reste en Ouais. mémoire Ouais. pendant longtemps. Si je fais une phrase maintenant, puis dans la même phrase, je dis Desjardins, données personnelles, Hmm. hein, ça ne fonctionne Fait que pas. ça reste Si je longtemps. dis Ubisoft, harcèlement au travail, Mm-mm. ça reste aussi. Ça reste pendant de longues Ouais, années, cette association t'as raison. d'idées. Alors, c'est un peu Donc, le ça. Bon. dommage, il est grand, puis ça dure longtemps. En fait, c'est la période de temps. Donc, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est en cas de doute, Mhm. mieux vaut y aller, faire les vérifications. euh, Vaut mieux en faire trop puis se rendre compte que finalement, on a eu peur pour rien que de regretter après d'avoir fait la démarche parce que c'est rendu ingérable. Puis même si on a peur pour rien, un rapport d'enquête donne de l'information qui va être positive, mais qui va être utile aussi, Par même si elle est exemple, positive. Hein. par C'est par exemple, exemple, je vais te donner un cas précis, on me dit, oui, j'ai un nouveau partenaire d'affaires, je ouais, veux tout savoir sur lui avant de signer, j'ai un léger doute. On me donne 3 jours. C'est cyber-enquête, donc cyber-investigation, on ne suit pas les gens dans la rue, là. C'est cyber-enquête, donc on va collecter l'intégralité de ce qui concerne cette personne sur les sources publiques, sur le web, depuis que le web existe. On va utiliser éventuellement des Wayback Machines. C'est de l'open source, hein, donc il n'y a pas d'intrusion dans la vie privée déjà. On va rester sur une langue professionnelle, on ne s'intéresse pas à ce qu'il mange ou où est-ce qu'il va en vacances. On s'intéresse à sa réputation ouais. numérique en Son ligne, parcours, son ouais. parcours et la cohérence de son parcours. Donc ça, on fait ça. Au besoin, s'il y a quelques drapeaux rouges, on va creuser un petit peu plus loin.
Donc, pudiquement, on va exprimer ça de la manière suivante. On va faire du croisement de données. C'est la Ah, manière pudique de le dire. d'accord. Tu réagis très bien à ça. Ouais. Merci, parfait. Et ça permet d'avoir donc le portrait global, qui peut être rassurant ou non. On met 3 colonnes, hein. Risque élevé, risque faible, pas de risque. Mais dans la colonne pas de risque, on va rapporter, si c'était toi ma cible, par exemple, le rapport serait positif. Positif, pas dans le sens C'est pas? médical, hein, quand c'est positif. Oui, parce que je t'ai enquêté avant de venir ici, je suis pas fou, moi. C'est ça. Donc, le rapport va dire des choses positives à ton sujet, mais toute cette matière positive qu'on rapporte sur un futur partenaire d'affaires, c'est de la matière utile. On sait ta mentalité, ta culture d'entreprise, ce que tu n'aimes pas. On sait comment tes prises de position publiques sur tel ou tel sujet professionnel. On sait ton opinion sur des grands enjeux économiques, éventuellement de politique gouvernementale dans le domaine de l'approvisionnement Ouais, logistique. ouais, ouais. On sait qui t'apprécie, qui tu n'apprécies pas. Et Donc, ça donne de la matière qui permettra à ton partenaire d'affaires d'enrichir un peu aussi la relation. la relation, puis de Ouais, bien négocier avec toi, ouais. de bien s'entendre avec toi. Éventuellement te manipuler positivement, sans vouloir te nuire. Mais même un rapport qui prouve que tout va bien, c'est de l'information publique et utile à exploiter dans le cadre d'une négociation, Donc d'une ça, fusion, acquisition, oui, rachat c'est d'entreprise, super vente. intéressant. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a la réticence à le faire. Mais je pense que tu as répondu aussi. On veut pas souvent, par réflexe, on n'est pas tenté peut-être de faire ces démarches-là par peur de faire de l'intrusion, hein. On est très à cheval sur tout ce qui est données personnelles, sur confidentialité. On dirait que peut-être il y a une espèce d'obstacle naturel qui fait qu'on n'ose pas traverser cette clôture-là. Mais tu dis c'est notamment des informations qui sont publiques. Pas notamment, exclusivement. Donc on fait Exclusivement. pas, on fait rien de particulier, sauf que vous avez une démarche, vous, pour chercher ces Tout ce que tu informations-là. publies ou tout ce qu'on dit sur toi sur des réseaux Quand publics, on dit rien ne mon nom s'efface, le dit, public. C'est donc ça. ça, c'est intéressant déjà. L'important, c'est l'analyse. En fait, comme dans toute chose de la vie, le problème n'est pas est-ce que c'est C'est comment on légal, les pas interprète, légal, ces c'est qu'est-ce informations. qu'on fait avec, comment on les utilise. Ouais, C'est vrai pour plein d'objets de la vie quotidienne, hein. ouais, Si j'ai un crayon sur moi, ça sert à écrire, mais ça peut aussi être une arme mortelle. ouais, De toute façon, on exactement. sait où le planter dans la gorge. Donc, tout est une question d'usage. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, la réticence, pourquoi? Finalement, on n'a plus de raison. Deuxièmement, je pense dans un contexte de chaîne d'approvisionnement où on a des dirigeants qui nous écoutent ou des responsables, euh, il y a plein de possibilités de travailler avec des fournisseurs importants Mhm, qui deviennent des partenaires, mhm, avec qui on fait des projets de co-développement, où il y a mhm. des investissements, par exemple, où il y a beaucoup d'engagement. Je me dis, ça devrait être automatique de faire Ça ce devrait. genre Parce que d'enquête-là. ça l'est pour C'est les drôlement chiffres. important. Tout le monde fait de la due Oui, diligence pour des chiffres. exactement. Tout Parce ce qui que est les gens financier, disent, tu as c'est ça. raison. Oui, Mais le problème ne vient pas des colonnes de chiffres. Il vient des c'est vrai. personnes, il C'est vient vrai. des individus. J'ai des clients qui me disent, j'ai un investisseur qui vient d'Angleterre, Mhm. les fonds viennent d'Égypte, du Moyen-Orient, c'est telle personne. Il investit 40 millions au Canada. On ne le connaît pas, mais ça me tente de faire affaire avec lui parce que c'est quand même 40 millions que Oui, j'aurais oui. jamais trouvé ailleurs. Ouais. Et là, on me donne comme mandat, mais je veux quand même tout savoir Oui, sur lui. exactement. Hein. Et puis ça, c'est faisable parce qu'une cyberenquête n'a pas de frontières, n'a pas non plus de barrière de langue avec nos outils IA. Donc, on va pouvoir lui rendre un compte-rendu sur qui est vraiment cette personne qui est en face de lui, dont il va peut-être être dépendant dans son projet. Euh, Mais c'est drôlement important, ça. il me On semble. parle de gestion de Il risque, me c'en est semble. un, Ouais, c'en ouais. est un. Et c'est drôle comment c'est pas un outil qui, naturellement, va être considéré. Alors, Il y a un c'est... aspect technique peut-être, les gens ne réalisent pas la puissance. Nous, on a une IA privée, donc c'est un outil d'intelligence artificielle privé, donc c'est Ouais, pas un API de ChatGPT, ouais. quelque chose qui a été conçu pour les enquêtes, qui collecte l'intégralité des données sur une personne, mais surtout les analyse, les trie, pour rester sur le professionnel. Ouais. On est enquêteur, donc c'est vrai qu'on va chercher le négatif. Fraude, harcèlement, litige, violence, donc tout ce qui peut être gênant ou problématique va être notre priorité. Mais on a aussi des résultats qui donnent des informations intéressantes, positives ou encourageantes sur quelqu'un. On va les mettre également dans le rapport. C'est une IA qui travaille pour collecter,
mais ce sont des enquêteurs qui travaillent pour analyser et interpréter. Une précision sur la notion de réputation. Ouais. Qui fait la réputation? C'est l'opinion publique et c'est les médias. Hmm. Les médias ont un biais commercial que tu vas tout de suite comprendre. Le public a plus d'intérêt pour les mauvaises nouvelles Bien que sûr. pour les bonnes. C'est Donc, clair. un homme d'affaires, une femme d'affaires qui a un problème, qui a une accusation, que ce soit du harcèlement, que ce soit n'importe quelle forme Soit d'accusation, véridique ou pas, ces ben faits-là, oui, peu ça importe. attire l'intérêt. Ouais. S'il s'avère qu'il n'y a rien ou que la personne est innocentée, les médias ont moins d'intérêt pour ça. Ben oui. Donc, nous, on va rééquilibrer tout ça. C'est notre travail humain d'enquêteur pour donner l'heure juste à notre client sur son futur partenaire d'affaires. Il y a aussi un autre biais qui est amusant. Les chaînes d'information continue nous donnent beaucoup d'informations à la journée longue. Si tu entends que telle personne est accusée d'une fraude de 2 millions, que tu entends ça toute la journée de différents médias, 10 fois dans la journée, ça ne devient pas 10 millions, 20 millions, 30 millions parce que c'est répété, ça reste le même Toujours montant le même, au départ. ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on vérifie aussi. De même qu'on va donner des codes de crédibilité à la source du média. Un petit blog avec 30 personnes abonnées, on va donner une certaine cote. Mais si c'est un petit blog spécialisé dans une niche de scientifiques, on va donner une grosse cote quand même. Si c'est le Journal de Montréal, il y aura une certaine cote que je ne vais pas te dévoiler. Si c'est les affaires, il y aura une autre cote. C'est un journal de l'autre bout du monde aussi. Donc, on est capable, non pas qu'on porte un jugement. On ne porte pas un jugement sur la qualité journalistique, mais sur l'impact sur la réputation. Que tu as compris que la réputation n'est pas forcément reliée aux faits, mais c'est une donnée. Perception. C'est une perception qui a une valeur marchande, un capital. Si tu vas dans les bureaux de genre KPMG, Deloitte ou McKinsey pour une fusion-acquisition, etc., avant que tu franchisses la porte, avant que tu sois assise dans le fauteuil de cuir, je peux te garantir, je le sais de source sûre, ces enquêtes-là sont faites. Ouais. Et ça se peut que rien ne se passe et qu'ils refusent de faire affaire avec telle ou telle personne, en sachant que c'est une bonne personne. Puis qu'il n'y a pas de dossier criminel. Mais dans le contexte qui est préoccupé. Mais son nom pose problème à l'organisation et les banques font évidemment la même chose. Ouais. Donc, la réputation en affaires, c'est du capital, c'est de l'argent. Donc, il ne faut pas se priver de ces outils-là. C'est drôlement important. Puis, on parlait des sous-traitances en transport. Ici, on va tout de suite au volet plus préventif. On parle d'enquête, de réputation. Ça s'applique aussi au RH parce que je sais qu'il y a beaucoup d'exécutifs dans beaucoup d'organisations qui ont des rôles importants, très stratégiques aussi, pour mettre en place des choses, développer des marchés, souvent même à l'étranger. Ça se justifie de faire ce genre d'enquête-là. Ben, je pense que oui, mais là, la barrière est plus difficile à franchir. Explique-moi, là, parce que souvent, c'est un des nôtres. Je vais te conter une anecdote. Je pense que tu aimes ça. Je donnais une conférence, quelque part dans le Grand Montréal, devant des ressources humaines d'un regroupement officiel. Et j'expliquais mes enquêtes de réputation qui peuvent s'appliquer pour le recrutement d'un gestionnaire stratégique sur un poste sensible. La question de la réputation, si cette personne, oui ou non, traîne avec elle, à tort ou à raison. Mais nous, on fait le tri. Problématique de risque de fraude ou il y a eu autrefois un conflit d'intérêt ou du harcèlement, quoi que ce soit. Donc, on propose à ces gens-là de faire cette enquête, qui est une enquête, donc... vérifier, on ne colporte pas des rumeurs, on donne la source, on explique ce qu'il faut faire avec. C'était un petit peu un tollé parmi le public qui m'a dit « Ah, c'est de l'intrusion, jamais de la vie, la perception d'intrusion. » Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après ma conférence? On m'a appelé pour me les commander, ces fameuses enquêtes. Oui, tu vois. Et qui me passaient des commandes? Des personnes qui, peut-être, dans l'assistance, publiquement, avaient manifesté une certaine réticence. La réalité rattrape toujours. Oui, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais drôlement important comme outil. On n'a pas idée à quel point c'est pratique et c'est utilisable pour beaucoup de contextes. Puis dans ce secteur-là, il y a eu beaucoup de cas, notamment dans le transport aérien. J'ai des cas en tête où des gestionnaires même d'infrastructures aéroportuaires ou portuaires
il y avait quelques problèmes qui n'ont pas été pris en considération au bon moment, mais le fameux Journal de Montréal, qui a aussi ses bons côtés, le jour où il n'y a rien de nouveau dans l'actualité, puis que le journaliste, il s'emmerde un peu. Oh, d'accord. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on a qui n'a pas abouti de croustillant concernant Montréal? Le port, l'aéroport, peut-être moyen de transport. Allons-y voir. Allons-y voir. Puis là, ça sort, il faut gérer la crise. Donc, il y a des domaines de la vie où je refais encore le calcul. La vie entière est un dilemme. Hein. Toutes nos décisions, c'est comme ça qu'on fait dans la vie, on fait des choix. Le calcul risque et enjeu, ça vaut la peine de vérifier ou pas, c'est un calcul risque et enjeu. Je pense que les entreprises auraient intérêt, t'en es convaincu, à le faire davantage. Oui, puis je pense par exemple à l'écosystème de la PME ou avoir des investisseurs, avoir du capital investi dans son organisation, c'est presque une denrée rare de plus en plus. En ce moment particulièrement. Donc, on peut avoir une disposition à considérer des offres, par exemple, de l'extérieur. Ça, on ne l'a pas préparé, mais c'est exactement l'exemple. Il faut faire ce genre de démarche-là. Donc, on est dans la responsabilité. Tu as une start-up, tu n'as plus de capitaux parce que les banques sont prudentes. Tu en cherches à tout prix. Les VC ont capital risque, venture capital risque, ça a un petit peu disparu, c'est un petit peu en sommeil. Donc, il n'y a personne qui se présente pour investir, sauf une personne qui arrive de nulle part, les poches pleines. Avec plein d'argent à te proposer. Plein d'argent. Puis, je vais caricaturer, parce que des fois, ça fait du bien. Il s'appelle Tony, il a une Cadillac Escalade noire, et puis il a des Ray-Ban et des bijoux en or. Il dit, nous, la famille, on va t'aider. On y croit à ton affaire, on va te soutenir. Ouais. Ben, c'est sûr que l'entrepreneur qui peine à trouver des capitaux va être moins regardant. Ça arrivait beaucoup pendant le COVID. Je pense, dans le Montréal, oui, les commerces de détail, les restaurants, des entreprises qui étaient vraiment de peine et de misère, qui ne s'en sortaient pas. C'est sûr. Et qui ont accepté d'être sauvés par un mystérieux Tony, avec tous les guillemets caricaturaux. Ce sont des caricatures. Oui. Sauf que le fameux Tony en question, il existe, il joue là-dessus. Puis je vais te conter une histoire. Vas-y. Alors, il s'agit c'est pas une chaîne parce qu'il avait 3 structures. Donc, ça peut être des restaurants, ça peut être des entrepôts, ça peut être des magasins de détail, ça peut être des lieux de production, mais c'est dans Montréal. Et dans 3 mois, il fermait parce que le COVID était incompatible avec ses activités. Donc, il avait besoin d'être sauvé. Le fameux Tony en question arrive avec toute l'attirail que je t'ai décrit et c'est volontaire. Notre entrepreneur accepte 1 ou 2 millions, je ne me souviens plus, un prêt, un taux usuraire, évidemment, on le devine, effectivement, disant, dans 3 mois, je vais rebondir, dans 6 mois, je vais rebondir. Il ne rebondit pas. Les gens qui ont prêté réagissent très vite. Donc, ce n'est pas dans 30 jours qu'ils vont se manifester, c'est le lendemain matin du retard de paiement. Ils se manifestent comment? Pas de manière ultra violente. Peut-être pas au début. Du vandalisme. Une voiture poussée, en feu. Être suivi en voiture à 1 mètre pendant toute la journée. Intimidation. Intimidation, c'est le bon terme. Donc, notre entrepreneur qui ne veut pas se laisser faire sort de son auto, il était suivi à 1 mètre, il dit « Vous êtes des mafieux, vous m'avez prêté de l'argent, mais je sais que vous êtes des mafieux, je vais vous dénoncer, je vais aller à la GRC, etc. » Et notre Tony retire ses Ray-Ban et lui dit « Non, tu ne feras pas ça. » Et je vais te dire pourquoi. Depuis le début, je t'ai dit qui on était. Je t'ai pas dit mot à mot, mais je t'ai dit notre argent vient d'ailleurs. C'est de l'argent privé. Nous travaillons en famille, on va t'aider. Et puis, il a fait exprès de tout surexposer. Il dit, maintenant, tu vas à la GRC, à leur dire quoi? T'as accepté notre argent depuis 6 mois? Tu travailles avec notre argent? Tu t'es compromis? Donc, qu'est-ce que va faire la police? Elle va aller au plus facile. Puis là, c'est important de comprendre le concept. Si tu es associé à des mauvaises personnes et que c'est trop tard et que tu n'as pas réagi, quand tu vas à la police fait son travail d'enquête et dit, au fait, d'où vous les connaissez? Au fait, pourquoi avez-vous accepté cette association? Et pour le policier, le plus simple et le plus facile, c'est de s'intéresser à toi premier. Bien sûr.
Donc, Bien tu sûr. comprends toute cette Ça les mécanique qui se protège, met en ouais. place. Alors, c'est quelque chose qui fait partie de ma normalité. Mais ta Enquêter normalité, ça, Philippe, vérifier, moi, surveiller, ça me fait un produire peu des paniquer, rapports, là. Quand tu etc. dis ta normalité, est-ce que c'est fréquent de ces situations-là sont communiquées chaque jour, chaque semaine? Donne-moi une espèce d'ordre de grandeur de ta normalité sur ce genre de Ben, mon situation. travail étant enquêteur sur les fraudes, ma normalité s'appelle les fraudes. Donc, même dans ma biologie, Mais il y a des nouvelles je vois que ça. histoires à chaque... On va revenir au transport, de ce qui était. On a parlé même des faux documents, hein, Oui, c'est oui, ça. oui, oui, oui. Ah, ça, c'est Mais hallucinant. ça, c'était hallucinant parce que l'institution en question, qui était Ouais. mon client, se retrouvait avec une situation très problématique, un énorme prêt consenti à une entreprise qui disparaît avec les actifs. Aïe là là. Et donc, je dois enquêter pour retrouver les actifs. C'était la demande, retrouver Oui, les c'est ça. actifs. J'aime beaucoup le et là là parce que c'était que tu as fait tantôt. Moi, je veux commencer mon dossier par le début. Donc, je dis, je voudrais voir les documents. OK, voici les documents d'identité. C'est ça. Je dis, je vais commencer par les regarder. Mon client me dit, non, pourquoi? On les connaît, ça fait 15 ans qu'ils sont en affaires. Il est stressé, le client. Oui, 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 il va aller Mais, vite, ça. non, je vais regarder ça en premier. Non, 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 OK, je le fais quand même, Oui, c'est tu le ça. fais quand même. Et je dis à mon client, les permis de conduire sont faux, les passeports sont faux. En fait, c'est important de le savoir parce qu'il faut savoir qu'on enquête sur des fantômes. Donc, ce n'est pas le même contexte que de retrouver quelqu'un. Et mon client me dit, ça ne se peut pas. Ça fait 15 ans qu'ils sont en affaires. Ils ont acheté des immeubles, ils ont acheté des entreprises, ils ont vendu. Ils sont allés 10 fois chez un notaire, 10 fois chez un avocat. Ils ont un compte en banque à telle succursale au coin de la rue. Oui, voilà comment ça marche. Le premier qui accepte les faux documents, un notaire, un avocat, une banque, sans le savoir, il les sanctifie, puisqu'il les accepte. C'est vrai. Ça va dans le dossier. Le deuxième notaire, deuxième avocat, voit que les documents sont acceptés par son collègue, il est moins vigilant. Donc, il ne refait pas de... Donc, on peut très bien envisager qu'avec des faux documents d'identité, qui sont pas inutiles quand on est en affaires, quelqu'un puisse faire rouler une business sur une décennie ou plus. Ça n'empêche pas que dans les autres plans de sa vie, il utilise ses vrais documents pour voyager. Les faux papiers ne franchissent pas l'aéroport. Les faux documents dont on parle sont très bien faits, mais sont crédibles aux yeux de la succursale bancaire, succursale aux yeux des notaires, des avocats. De beaucoup trop de gens, en fait. Oui, mais mets-toi à leur place. Ils n'ont pas été formés pour ça. C'est vrai. J'ai parlé à des notaires ou des avocats, avocats d'affaires, ou même à des banques. Comment ils s'expliquent ça? Ce qu'on leur demande, et tu vois, c'est la perversité de suivre des normes. Je sais qu'il faut suivre, pour être ISO, il faut suivre des normes, mais le côté pervers de suivre des normes, c'est que ça coupe, ça brise le bon jugement. Donc, ça ne remet jamais rien en question. Parce que lui, l'employé ou l'avocat ou le notaire, il doit mettre au dossier copie du passeport ou document d'identité. On lui présente un document. Voici ma copie d'identité. OK, je le mets au dossier, c'est coché. Mais ça a l'air tellement facile. Ça l'est. Ça l'est. Écoute, il y a 3 semaines, dans une banque, j'étais présent. Il y a eu une ouverture de compte de plusieurs centaines de milliers de dollars d'une entreprise. L'employé a oublié de demander les papiers. Et je l'ai vu, j'étais témoin, je participais à ça. Pas l'ouverture du compte problématique, mais j'ai vu ça. C'est des choses le facteur humain, ça compte. Ouais. Puis, il y a un thème intéressant qui me fascine, c'est celui des prête-noms. Ah oui. Parce que tout ce que je te dis sur ça fait longtemps les motards, les mafieux, le crime organisé, les fausses compagnies, les emplois fictifs, ça c'est une chose. Mais ce qui est fabuleux, ce sont les prête-noms. Ça passe à tous les coups. C'est très répandu. Pourquoi? Aussi. Parce qu'un prête-nom, c'est pas n'importe qui. C'est un notaire réel, un avocat, un comptable, un CPA réel. Souvent, c'est agent immobilier, courtier hypothécaire, chirurgien, dentiste, médecin. Tous sont vrais. Tous ont une cote de crédit top. Tous ont aucun dossier criminel. Tous ont des vrais documents. Ils sont souriants, ils sont sérieux,
ils sont sympathiques, ils ont 50 ans et plus, ils sont crédibles, on croit tout ce qu'ils disent. Ils ont une problématique, ces gens-là, ça s'appelle une vulnérabilité. Ah oui. Soit ils ont, et personne ne le sait encore, un problème d'argent majeur qui les rend très vulnérables. Ça peut être un événement de vie qui a provoqué ça. Oui, absolument. Mais ça évolue, ça. Oui. Soit ils ont fait une gaffe, et cette gaffe est utilisée et exploitée par quelqu'un. Soit ils ont, et la nature humaine, soit ils ont un ego démesuré, et par la flatterie, par la perspective de faire un coup d'argent formidable. Qui s'appelait, ça, parce que c'est un homme d'affaires qui rentre dans un groupe pseudo-criminalisé puis qu'il y est accueilli. Ça donne un certain pouvoir. Oui, un certain pouvoir. Je t'ai présenté des faux passeports il y a une semaine. Oui. Puis il y a quelques minutes, je t'ai mentionné juste avant qu'on fasse l'enregistrement, ces deux personnes-là tripent sur le crime organisé. C'est des Québécois, des gens d'affaires connus dans leur milieu, qui sont ils sont fascinés par Netflix et les séries télé sur les cartels, par exemple. Et ils se font avoir comme ça, manipulés pour une autre chose. Donc, les prête-noms, c'est un outil et nous, on est capable, et je vais être honnête, pas à chaque fois, parce qu'un prête-nom, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, il faut que ça paraisse bien. C'est la façade. Mais on peut retrouver l'incohérence, ou même enquêter sur la personne pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les prête-noms se trouvent partout dans le reprenariat d'entreprise, dans la vente d'entreprise, finalement dans la chaîne d'approvisionnement du monde des affaires. Oui, mais c'est intéressant parce que... On va trouver ça aussi. J'aimerais ça il y a des sujets qui nous restent encore à explorer. Il y a la cyber-enquête. Et là, on fait la distinction. La cybersécurité, c'est un truc technique avec des spécialistes. On en parle amplement, malgré ça, on a encore beaucoup de vulnérabilité dans les organisations à ce niveau-là. Mais parle-nous des cyber-enquêtes. Dans quel contexte ça se justifie et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces résultats, de ces enquêtes-là? Et qui te demande de faire des cyber-enquêtes? Pourquoi tu m'as dit comment ça se justifie? On va reprendre notre discussion d'au début. C'est vrai. Parce que je veux pas que tu te contredises aussi avec toi-même. Il n'y a aucune justification à fournir. On a une vie publique numérique, c'est notre choix. C'est vrai. Eh bien, c'est exposé. Et nous, on va aller tout collecter, comme je te le disais d'abord. Je sais où tu veux en venir. En gros, tu veux savoir c'est quoi une cyber-enquête, comment ça fonctionne, qu'est-ce que veut le client. Et pourquoi c'est utile. Alors, merci de me permettre de le faire à nouveau. Que ce soit pour quelqu'un qui s'approche de toi pour investir, que ce soit ton client stratégique, que ce soit ton partenaire d'affaires dans une fusion-acquisition, que ce soit, et ça c'est bien important parce que c'est là où la démonstration d'utilité est la plus forte, soit un nouveau client qui vient d'ailleurs, autre pays, autre frontière, ou un fournisseur qui vient d'ailleurs. Ce qui est le cas dans la réalité. Ce qui est le cas dans la réalité. Et ça, par exemple, là, si peut-être le transfrontalier se redirige vers d'autres régions du monde, ça apprend de connaître nos futurs partenaires. Et le Canada étant ce qu'il est, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, peut être attractif pour des gens mal intentionnés. Pour les mauvaises raisons, parce qu'on aime bien entrer en Amérique du Nord par la porte la moins protégée. Voilà, c'est ça. Tu l'as dit. C'est dit. C'est dit. Alors, une cyber-enquête va permettre de savoir qui est cette personne pour vrai. Mais je vais te répéter les outils puis les expliquer peut-être davantage. Un outil IA fait quoi? Elle va collecter non pas par simple mot-clé, c'est plus que ça. Cet outil IA va les collecter et analyser tout ce qui concerne une personne ou une entreprise qu'on va me demander une entreprise, d'enquêter. C'est pareil. C'est même prix, même tarif, même délai. C'est exactement la même chose. Sur toutes les sources publiques existantes. Source publique, c'est quoi? C'est tout le web indexé. Pour dire en d'autres mots, c'est Google. Et plus que ça. Et plus que ça, c'est les bases de données publiques. Partout où elles sont disponibles. Ce sont des forums qui ont un portail public. Ce sont des réseaux sociaux qui ont une dimension publique. Quand c'est réseau social sur abonnement et identifiant mot de passe, ce n'est pas une source publique. Mais donc, c'est tout ce qui est accessible sans faire d'intrusion. Et là, on se rend compte... C'est beaucoup, finalement. Et c'est beaucoup. Et c'est même plus que ça devrait être.
Ah oui, c'est un Heureusement autre que je problème. suis honnête et éthique et que je fais attention. Ouais, Parce qu'en cherchant des données publiques, j'en trouve plein qui ne devraient pas y être. pas l'être. Notamment, j'ai donné un truc, ça va rester entre nous, hein, c'est Oui, un c'est secret promis, c'est d'enquêteur. Ok. promis. Quand tu fais une recherche sur quelqu'un, Ouais, écris PDF et OK. tout va changer. Parce que dans beaucoup d'entreprises et d'organisations, Ouais. les dossiers PDF sur les serveurs ne sont pas bien classés, pas bien gérés et sont rendus accessibles alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et la richesse Ah! de la collecte va être considérable. Exemple, compte rendu de conseil d'administration, barré confidentiel dessus, mais qui est disponible parce que ça n'est pas rangé au bon endroit et on peut le trouver. Enquête de harcèlement dans une Ah entreprise, oui, enquête interne. Hein. ouais. Donc, autour d'un nom, la mention de PDF par les bons Google Docs, c'est les guillemets au bon Ouais. endroit, va te permettre d'avoir de l'information beaucoup plus large que simplement taper le nom de quelqu'un. Puis on a 80 Mmh. outils Google Docs intégrés à nos pratiques, ça s'appelle OSINT, Open Source Intelligence. Mais pourquoi je dis que je suis gentil? Quand j'ouvre le document PDF puis que je vois de toute évidence Ouais, qu'il y a que pas de lien avec ce que ou même qu'il y en a un, mais que ça ne devrait pas ah être d'accord. public, je ne le joins pas à mon rapport. Je le lis quand même, parce que sinon, comment je saurais qu'il est confidentiel? Il Ouais. faut bien que je lise le début. Ouais, ouais, ouais. Je le garde en tête. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je ne le joins pas au rapport parce que ce document, même s'il Donc, est public, n'aurait pas dû l'être. donc Philippe, avant qu'on continue, parce Ouais. qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu veux commenter, mais juste sur ce point-là, toi, tu es en affaires depuis combien d'années? L'agence a 11 ans. Mais toi, tu as un parcours bien au-delà de l'agence aussi dans ce Oui, secteur-là. j'aime bien tes questions déstabilisantes pour me Ouais, faire sortir du ouais, on raisonnement va y et me revenir mettre ailleurs. après. Alors, on va parler d'enquête. Tu ferais peut-être une enquêtrice certainement intéressante parce que là, c'est des bonnes stratégies. Mais Je vais t'ouvrir une parenthèse quand même. J'ai le droit d'ouvrir une parenthèse aussi. Hein, ça tu le dépend. fais. Ça Non, je vais me dépend. donner le droit. OK, Ouais, vas-y. ouais. Tu vas voir, c'est qu'on offre aux entrepreneurs des formations courtes de techniques d'entrevue. Puis c'est pour ça que je viens d'y penser à l'instant. Hein, C'est intéressant ça sur aussi. comment questionner. Questions ouvertes, questions fermées, à quoi ça sert? Les Mmh. questions en entonnoir. Est-ce qu'on donne toute l'information au On va donner début? des formations là-dessus. Oui. Oh! Ou est-ce qu'on le fait Ah, c'est bien, ça va progressivement? peut-être intéresser les Les gens, ça. questions de provocation, les questions de Ouais. validation, les questions de curiosité. Alors, à l'origine, c'est des questions d'entrevue et d'interrogatoire. La différence entre les deux, une entrevue, c'est quand je n'ai pas l'information Mhm. et que je dois aller la chercher. Ouais. Interrogatoire, j'ai l'information, mais je dois la valider. Sinon, c'est pas plus coercitif Ouais, l'un que ouais, 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 l'autre. ouais, Hein. ouais. Donc, il y a des méthodes de questionnement, des techniques de questionnement. On l'offre aux ressources humaines, oui, Oui, c'est mais il n'y a intéressant, pas ça que. aussi. On l'offre aussi aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprises qui ont besoin de négocier ou qui ont besoin d'aller chercher Ah, leur j'aime. Outils de juste, négociation. la bonne information. Comment comprendre la personne en face de moi, où est-ce qu'elle veut en venir. Donc, ce sont des Ah, ça méthodes serait d'entrevue, complémentaire, ça, dans nos d'interrogatoire, plans de développement de oui, compétences en négociation, qu'on d'ajouter ce adapte volet. au monde des entreprises. Alors, ce n'est pas l'interrogatoire police, Non, 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 mais non, mais je le comprends. fonctionnement, l'architecture est la même. Mais je vais quand même revenir à ta question Ouais, de on départ, ferme cette parce que parenthèse. je te respecte beaucoup Mais, et je vais revenir à ta mais question de c'est une belle départ. parenthèse et je suis contente que tu l'aies mentionné parce que ça peut intéresser les gens de faire ça. Alors, avant de créer l'agence, donc l'agence Ouais, a été confondée avec Bonnie, qui est ma femme, qui est également enquêtrice. ouais, Avant ça, j'ai travaillé, je le fais à rebours, puis je vais te dire pourquoi je le fais à rebours. Ça va être intéressant, tu vas voir. J'ai travaillé 13 ans dans le service public, dans le ministère de l'Éducation supérieure, donc dans le réseau des cégeps, où OK, j'étais conseiller pédagogique des programmes de formation en sûreté aéroportuaire, sûreté urbaine, d'accord. technique d'enquête. Avant ça, j'étais en France. Non, c'est pas vrai. Avant ça, je travaillais 1 an à l'aéroport de Montréal pour la formation de la sûreté de l'aéroport, dont j'ai conçu le programme de formation. Et avant ça, donc, on est au siècle précédent, Oui, jadis. le 20e siècle, ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans la justice, j'étais agent de probation dans une prison, je travaillais pour le juge d'application des peines. Et avant ça, de 90 à 96, je travaillais pour les services de renseignement extérieur français, l'équivalent du SCRS au Mhm. Canada, où j'étais agent d'exploitation du renseignement à l'extérieur de la France. Hein. J'étais dans le Moyen-Orient, dans sa Ah oui, globalité. rien que ça, ouais. Et avant ça, j'étais militaire dans les années 80. Je te le fais à rebours. Ouais. Pourquoi?
Si un jour tu veux valider si un parcours chronologique de ton interlocuteur est vrai ou imaginé ou exagéré, fais-lui faire à l'envers. Ah, d'accord, Une c'est fois pour ça qu'il que a tu le fais comme terminé, ça. repose-lui des questions dans l'ordre chronologique. Et tu vas repérer Il y a immédiatement, l'enquêteur qui ressort ici. immédiatement, tu vas voir les Tu dois t'amuser contradictions. beaucoup dans tes rencontres d'affaires. Mais ça, c'est un bon truc, ouais. Je sais pas si tout le Ouais. monde va prendre le Alors, c'est temps de pas le faire, compliqué. mais Hein, quand tu as, mettons, un CV ouais. devant Tu peux toi, t'embourber plus facilement quand on me demande de le quand faire c'est dans les deux quand c'est sens. à rebours, tu peux revalider dans l'autre sens. Donc, Mais c'est ça, ça. pourquoi je voulais Oui, que tu dis-moi. mentionnes tout ce beau parcours? Parce qu'il y a tout le temps un lien. Hein. L'espèce de sécurité est toujours là aussi à toutes les étapes de ce parcours-là. Parce que tu as mentionné la discrétion avec laquelle tu vas traiter certaines informations. Oui, tu me dis, j'en prends connaissance. Oui, forcément, j'ai lu, je le sais, mais je ne vais pas l'utiliser, par exemple, cette information-là, si normalement, je n'aurais pas dû avoir accès. Mm. C'est tout le caractère éthique Oui, de ce que tu fais, de l'équipe aussi avec qui tu travailles, qui ont très certainement les mêmes valeurs. Euh, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Hein? forcément. Oui. Oui. Il y a des certifications, vous avez des permis. Mm. Je veux juste aussi rassurer les gens que c'est pas le genre de démarche qu'on va confier à n'importe qui. Non, c'est Parce que encadré et là, c'est... c'est très bien. C'est encadré autour de la loi 88 sur la sécurité privée. Donc, on a nos permis d'enquêteurs qui sont délivrés par le gouvernement du Québec, par le Bureau de la sécurité privée, qui est une émanation du ministère de la Sécurité publique. Notre agence d'enquête a également son propre permis d'agence d'enquête. Pourquoi? Tout tourne autour du respect de l'expectative de vie privée. Quand je fais une enquête plus classique, une enquête RH sur du vol de temps ou sur la déloyauté d'un associé, d'un employé qui est en arrêt maladie long et qui en réalité a lancé sa propre affaire et qui donc travaille à Ça, son c'est propre assez, compte, c'est assez ça c'est fréquent, ce fréquent. genre de choses-là. Si je fais une surveillance, observation, filature physique, on ne parle plus d'Internet là, et que je vois que je le suis, effectivement, il y a des bonnes choses à filmer, à prendre, à collecter, mais je vois que sa famille et ses enfants embarquent dans la voiture, j'arrête la filature. D'accord. C'est pas pertinent. Ça m'apporte rien. Il y a des règles à respecter. Donc, quand on suit quelqu'un, quand on fait une filature, il faut le faire depuis un lieu public vers un lieu public ou un lieu privé qui serait accessible de manière raisonnable de la part de toute autre personne qui marcherait D'accord. dans la rue. Donc, il y a un cadre juridique à respecter pour que toi et moi, on ne voudrait pas vivre dans un monde où tout le monde enquête, tout le monde, tout le temps. En ligne, on fait de la filature en ligne parce que c'est quoi la cyber-enquête? C'est de la filature en ligne. On arrive à la réponse Oui, à notre première question. on a une veille stratégique permanente, une veille sur un individu, sur ses réactions dans les médias sociaux. C'est de la surveillance. Mais on cherche ce qui est raisonnable, ce qui est pertinent, ce qui Ouais. répond à l'attente du client Oui, aussi. voilà. Donc, chaque client a ses propres attentes Oui. dans un contexte très Oui. particulier pour un besoin très spécifique. Donc, on essaie d'en s'en tenir à ça. C'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Est-ce qu'on parle un peu de la chaîne d'approvisionnement et des nouvelles contrefaçons? Tu m'as un peu, tu m'as un peu Tantôt, surprise oui. avec les contrefaçons. Donc, déjà, je veux que tu nous parles de ce qui est relativement plus connu. C'est tout ce qui est fausse certification, par exemple. Donc, ça, je veux qu'on en parle. Et puis, tu as des nouvelles tendances dans le secteur alimentaire. Donc, ça aussi, je veux qu'on... Parce que on s'imagine le On va trafic commencer par là. Ouais. on s'imagine le trafic de stupéfiants, mais non, mais c'est C'est un à des rapport risque et dimensions enjeu. beaucoup Ouais, plus, ouais. sur des produits plus communs qu'on Si pense. tu es un groupe criminel et que tu te dis je vais faire du trafic de drogue, c'est lourd, c'est compliqué, Ouais. ça rapporte beaucoup d'argent, mais il y a des gros risques. Exact. Pas seulement la prison, mais aussi les autres groupes en compétition, les fusillades. Donc, il faut bien préparer ses affaires pour se lancer là-dedans. Et si ton gain est de fois 50 par rapport à ton investissement, il y a tout un contexte qu'il faut vraiment y aller. Ouais. Si par contre, tu fais du faux parmesan ou de la fausse huile d'olive ou de la fausse moutarde de Dijon. Ça, sont des faits réels? Les trois, oui. D'ailleurs, il y a un département au ministère ici provincial avec des enquêteurs redoutablement efficaces qui traquent ça tout le temps. Ah oui. On ne parle pas seulement d'enjeux de santé quand le produit est contrefait. La fausse huile d'olive n'est pas
problématique pour la santé. Simplement, c'est écrit dessus, huile d'olive extra vierge pressée à froid 3 fois de suite dans les montagnes des Abruzzes. Non, c'est la plus ordinaire des ordinaires qui Ouais. est mise dedans avec peut-être un petit Dans le arôme but de tromper, en supplémentaire, fait, c'est ça. le Le faux parmesan est un consommateur. classique depuis 50 ans, ça n'arrête pas. Donc, c'est du cheddar compressé avec un petit peu de saveur dessus, puis ça passe très bien. Le parmesan, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Donc, tu fais ton calcul, du, du cheddar produit jaune, c'est son Ouais, nom. ouais, ouais. Tu peux faire en sorte que ça y ressemble beaucoup avec la bonne saveur par-dessus, puis tu fais x60 sans le risque de la drogue. Personne va aller en prison pour du faux parmesan. Personne va aller en prison parce que l'étiquette de l'huile d'olive n'est pas conforme. Ouais. Tu payes une C'est amende. des infractions plus Hein? Bon, voilà. réglementaires ou... Mais le gain est pas mal intéressant si on tient compte du rapport risque-enjeu. Ah, c'est fou, c'est fou. Alors, puis qui vérifie? Ben, quand on a le temps, quand on a un doute, et ça me permet de te parler d'ingénierie sociale. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un importateur ici au Canada ou un exportateur d'un autre pays va pouvoir présenter dans nos grandes bannières d'épicerie de l'huile d'olive extra vierge 3 fois magnifique qui en fait n'en est pas. Est-ce qu'il y a des contrôles systématiques? Non. Est-ce qu'il y en a? Oui. Je ne dis pas Mais qu'il il n'y n'y en en a a pas aucun, suffisamment, mais c'est c'est clair. pas systématique, c'est le côté systématique qui pose problème. Hmm. Je vais te dire comment on fait. Je vais te donner la recette de la fraude. Il ne faudra pas écouter non plus. Non, 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 on va pas mettre ça en application. Tiens pas. Évidemment qu'il y a des risques que ce soit échantillonné. Ouais. Donc, dans ton conteneur, dans ta présentation, tu vas d'abord présenter d'une certaine manière les vraies bouteilles qui répondent aux critères. Elles sont présentées, c'est vrai aussi pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est la même affaire aussi. Ça coûte cher. Hein? L'huile essentielle de vanille, c'est plus cher que la cocaïne. Parce que la vanille pure, c'est extrêmement cher. Et tout ça, ouais. Donc, il suffit de s'arranger pour que les échantillons soient authentiques. Une fois qu'on a compris le cycle de vérification et d'échantillonnage, et qu'on sait que pour des raisons de coût, l'épicerie ou le grossiste ne va pas recommencer la vérification sur une base régulière, puis tu es capable de deviner. C'est comme un gardien de prison qui fait une ronde. On sait à quel moment il revient. Heure, machin, Donc, pendant 3-4 mois, on va balancer. On observe. On va balancer ce qui est frelaté. Et puis, on peut deviner à l'avance quand est-ce qu'il y aura le prochain vrai test. Le profit est colossal entre les deux. C'est ça. Donc, ça, c'est pour donner moi, je suis habitué à ça parce que je l'entends parler, parce que je le vois, mais les fraudeurs travaillent. On peut pas leur... Mais c'est ce que je constate. Hein, ils travaillent fort. Ils travaillent 7 jours créatifs. sur 7. Ils sont créatifs. Ils y mettent vraiment les efforts. C'est pour ça que dans mon vocabulaire, je dis ils sont travaillants. C'est pas un jugement moral pour les féliciter, évidemment, mais c'est un constat scientifique. Ils travaillent fort. Donc, c'est aussi dire que ça demande le même niveau d'effort pour contrer un peu les effets. Oui, ils savent que c'est lourd, parce que la vérification a un coût. Je te parlais de l'aéroport de Montréal tantôt, puis ça va rejoindre l'aspect RH et facteur humain. Tu vas voir, on va trouver un petit quelque chose qui va être intéressant. Donc, quand je m'occupais de la formation, la sûreté de l'aéroport de Montréal, il y avait une norme policière qui s'appelait la norme CALEA. Une norme des services de police, et l'aéroport de Montréal avait cette norme. L'inspecteur est américain, il vient du Texas. Il dit aux agents et aux cadres de la sûreté, pour renouveler votre norme, j'ai une question à vous poser. Vous avez combien de procédures? Et fier, l'aéroport dit 120 pour le contrôle d'accès des marchandises et des personnes. L'inspecteur dit, dans 1 an, j'en veux que 60. OK, d'accord. Et dans 2 ans, j'en veux plus qu'une. Une seule. Et je vous renouvelle la licence. Et il dit, je peux même vous dicter la prochaine procédure. Elle s'appelle « Je protège la sécurité des opérations et la vie des passagers. » Point. C'est ça. Ce qui est l'essence du métier. Alors, je reviens à mon idée. Ce que les fraudeurs savent, c'est que les procédures, les normes, les ISO, c'est lourd et c'est coûteux. Et c'est désincarné. C'est désincarné parce que les gens ne sont pas toujours dedans avec engagement et conscience. Donc, c'est facile à acheter, c'est facile à corrompre, c'est facile également à contourner, c'est facile à prévoir, à deviner.
Hmm. Je reviens à mon affaire de papier. Présenter un faux document te permet de franchir une procédure. Coche, on passe au suivant. Ouais, ouais. Tandis que si la personne qui contrôle est allumée et a le sens de sa mission, ça ne passe plus. À l'aéroport de Montréal, il y a un endroit précis où on montait les bouteilles d'eau dans la zone hors taxe. Ouais. Il y a un agent de sécurité de l'aéroport, parce que c'était à l'époque privé, qui avait comme mission de s'assurer qu'aucun produit dangereux explosif ne rentre Évidemment. côté boutique hors taxe. Hmm. Et on lui avait donné un cahier de 12 pages pour D'accord. comment inspecter des palettes de bouteilles d'eau. Mhm. Il n'y mettait pas du cœur, parce que c'est fastidieux, il n'y croyait pas, donc ça ne marchait pas. Mhm. Le jour où il s'est dit « je protège les opérations des avions et la vie des passagers », il y a mis du cœur. Il a lui-même réfléchi « je vais pouvoir avec un système de lampes et d'éclairage vérifier si le liquide de l'eau d'avion est conforme à ce qu'est un vrai l'eau inodore sans saveur, sans couleur. » Il a également imaginé comment vérifier l'encapsulage visuellement d'un seul coup ou l'emballage plastique Donc, autour. Tout d'un coup, il a développé ses réflexes. Oui, parce qu'il a vu un sens de la mission et de la créativité. Parce que les procédures ne donnaient pas. C'est ça. Comment on introduit ça dans les organisations? Dans une entreprise Par un exercice. manufacturière? Comment on inculque Par un exercice. cette culture Tu sais, on a failli parler, on va peut-être le faire, de cyber-enquête, cybersécurité. Nous, on fait des tests d'intrusion dans les entreprises. Ouais. Donc, comme dans mon équipe, j'ai des hackers éthiques, des white hats. T'es obligé. Hein? Donc, on connaît les méthodes, les outils, les virus utilisés par les pirates informatiques. Ouais. On sait comment le faire. Donc, on sait faire de l'attaque par force brute. On sait faire de l'attaque par système social, d'ingénierie sociale, donc les emails, les courriels piégés. On sait faire ça. Donc, on fait des tests d'intrusion qui permettent aux employés de réaliser que la faille est humaine. Elle n'est pas dans le super antivirus ou dans le cloud qui, en général, fonctionne bien. Google Defender repère des choses, mais la faille est humaine. Donc, un exercice pratique permet de faire prendre conscience. Et je vais revenir sur le plancher des vaches, parce que là, je parlais d'informatique. Ouais. J'avais fait un exercice dans ce même aéroport, mais l'aéroport, c'est important parce que c'est du domaine logistique, c'est du domaine approvisionnement, il y a de tout et c'est un bon exemple. Hein. Donc, on avait demandé à l'employé qui surveillait la porte Delta de faire un exercice. Demain, quelqu'un va arriver, il faut que tu vérifies s'il est autorisé à entrer ou pas. Ouais. Cette personne était M. Cherry, le PDG de Lui-même. l'aéroport lui-même, qu'une fois, par erreur, j'ai appelé Don, mais c'est James, puis je m'en suis voulu toute ma vie. Donc, il se présente. Tu peux te pardonner, c'est pas grave. Il se présente, il n'a pas la passe rouge, ça s'appelle la passe CIZR. D'accès, là, la carte rouge CIZR, il ne l'a pas. Mais c'est obligatoire, c'est la norme de l'OACI. Ouais. Donc, notre agent de sûreté lui dit « Monsieur Cherry, vous ne passez pas ». Il, lui, qui joue le jeu, répond « Ben oui, je suis ton patron ». « Ah ouais, passez. Okay. » Ou on fait un autre exercice. « Ah, c'est vous, et pas votre passe rouge aujourd'hui. Non, c'est vous le patron, passez. » On fait plusieurs exercices. Toutes sortes de scénarios. En fait, la bonne attitude a été faite par un agent qui a dit « Ah, je vois que vous n'avez pas votre passe rouge aujourd'hui. » M. Cherry répond « Effectivement, je l'ai oublié hier à mon bureau, là-haut. » Et l'agent mindé, conscient de son rôle, répond « Dans ce cas, c'est facile. J'ai juste à appeler votre secrétaire pour qu'elle vous l'apporte ici, à ma guérite. Ça ne prendra que 2 minutes. » Bon réflexe, ou alors accompagner, parce qu'il aurait pu être congédié. Il aurait pu, l'accompagner jusqu'à son bureau, en fait. Oui, ou c'est vrai que Charlie aurait pu être congédié la veille et que l'agent ne le sait pas. C'est des vraies histoires, ça. Oui, c'est un exercice. Oui, c'est ça. Congédié, puis finalement, vient faire du... Ta question, comment on fait prendre conscience aux gens? Par des vraies histoires qui vivent, par des exercices. Quand nous, on donne des formations sur la prévention... Donc, on les met dans leur contexte, dans leur réalité. Toujours. On fait des red teams, on fait des intrusions, entrepôts, etc. Développer cette espèce de réflexe. On leur explique éventuellement la mentalité des fraudeurs. On leur explique les vulnérabilités que nous avons. Tu sais, on en parlait tantôt aussi. On s'étonne toujours qu'il y ait une employée cadre, gestionnaire en comptabilité qui, par
à un moment donné, finit par se servir, hein, Ouais. et fait sortir de l'argent. Il y a des cas quand même assez fréquents. Ben, ce sont des événements de vie. La personne était honnête il y a plusieurs années, elle ne l'est plus maintenant. Ça fait partie des signaux faibles. On explique c'est quoi les signaux faibles pour un employé qui occupe un poste stratégique. On explique comment mettre en place le proverbe la Ouais. confiance n'empêche pas le contrôle. Ouais. Comment on travaille aussi l'espionnage industriel. Ça fait Ça, partie c'est... de la réalité, hein. Ouais. On a eu des cas sur mon LinkedIn, je montre même un cas réel avec les vrais noms de l'entreprise et tout Hmm. ça. On a même des Ah vidéos ouais. là-dessus. La vie est faite de ça aussi. Ça existe, l'espionnage industriel, et ça fonctionne par le fameux MICE, hein, monnaie, idéologie, compromission, ego, qui sont les 4 leviers utilisés par des manipulateurs pour aller Ah ouais. chercher une influence ou corrompre un employé ou ce Donc, genre ce de que tu choses. nous dis, c'est que ce sont des informations que toi, tu rencontres parce que tu es en mode... T'es en mode guérison, j'entends. Le crime s'est produit, on est à la Oui, requête d'un ça c'est résultat pour essayer de l'enquête trouver une classique solution. après un Mais problème. ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a plein de façons de prévenir ce genre de situation-là, Oui, avec des formations, avec de l'information, avec un peu d'éveil, avec un peu de, un peu d'alerte, et que ça, on peut contaminer son organisation et les employés à ce que ça se vive tous les jours. oui, puis on aime bien rendre les gens autonomes. Ouais, Je te parlais de l'aéroport, tous ouais. les agents sont devenus autonomes, conscients, puis ils pouvaient se donner la formation entre eux Mhm. facilement. Alors c'est important dans les Ouais. organisations d'avoir cette bougie d'allumage, ce démarrage de conscience qui est, ça n'arrive pas qu'aux autres, Ouais. ça fait partie de Ça notre pourrait nous environnement, arriver ça, alors. Ouais, ça va nous arriver un jour ou l'autre. Un ouais. entrepreneur qui me dit qu'après 20-25 ans, il n'a jamais connu de trahison d'un associé, d'un employé, d'une fraude, Aucune? impossible. Ça fait partie du Mmh. contexte. Alors c'est important, oui, mais quand je dis important, le mot est faible. À mon avis, ça doit faire partie, puis même le mot réflexe n'est pas bon, un réflexe, c'est pas conscient. Ça doit faire partie de la vision d'entreprise normale, Mais c'est une culture de légitime, vigilance culture de constante, vigilance, oui, permanente. qui n'est pas forcément lourde, hein. Je préconise pas de faire de la cyber-enquête sur tout le monde qui s'approche de nous. Non. On veut pas ça. Mais quand il y a un doute qui surgit, il y a une raison à ça. Ouais. Puis ça vaut la peine Donc, de vérifier. écoutez, les petits signaux, parfois internes, mais Hein. ils peuvent être externes Puis même quand aussi. tout va bien, quand il y a une grande décision à prendre, fusion, acquisition, association, Ah oui, ah oui, partenariat, là, je le vois tout à pourquoi fait. mettre 10 000 $ dans une due diligence ou plus, je crois que c'est 20 000, 10, Non, 20 non, 000, hein. c'est beaucoup, C'est c'est beaucoup beaucoup de plus que ça. budget Beaucoup pour de budget quelque chose de qui financier, là, va comme... durer 3 semaines, je crois, Mmh. qui va donner des chiffres, mais qui ne te dit rien Mmh. sur les personnes avec qui tu vas être en affaires, que tu achètes, que Ouais, tu revendes ou c'est quoi que ce vrai. soit. Les problèmes viennent des gens, Ouais, pas des tableaux Excel. ouais. Donc, c'est Non, pour non, ça qu'une c'est... enquête préventive, que ce soit du préventif ou enquêter sur une fraude qui a eu lieu, on fait les deux. Ouais. Dans notre équipe, il y a des anciens policiers du SPVM, il y a Mmh. des gens qui sont du monde du renseignement comme moi. On a des jeunes enquêteurs, jeunes enquêtrices pour de l'infiltration en Ouais. entreprise. On a des cyber enquêteurs qui sont des white hats. On a des outils informatiques, évidemment. Tout ça, j'aimerais ça, que ce soit de plus en plus dirigé vers le préventif, Ouais. qui est plus rapide, qui est beaucoup moins cher Ouais. et qui joue un rôle formateur important, Ouais. plutôt qu'à chaque fois on nous appelle parce que l'incident a eu lieu. Ouais, Enfin, non, mais tu le as tout à fait problème a eu lieu. raison. J'espère qu'on a pu provoquer un peu cette importance-là dans ce qu'on a partagé. Juste avant de terminer, à la fin, je vais te demander ton petit message de la fin, mais juste avant, le, la réticence humaine, et c'est ça que c'est ça que j'essaie de comprendre davantage. C'est pourquoi, qu'est-ce qui nous bloque tant que ça à faire ce genre de démarche? Ou c'est pas du tout dans notre culture. On mais pourquoi on n'y va pas jusque-là, faire ce genre d'enquête-là? Ben, c'est vrai que Pour pendant dans le cadre de longtemps, décisions ouais, très importantes, ouais, à haut risque, des décisions qui vont engager dans la durée, qui vont engager dans la finalité, la réputation de la... Qu'est-ce qui fait qu'on n'y pense pas ou qu'on refuse d'aller là?
OK. Il y a plusieurs facteurs, comme Ouais. diraient les hommes politiques, si je devais répondre à ta question dans leur... Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que c'est quand même nouveau, la cyber-enquête, la cyber-investigation. C'est vrai que puis les outils IA, depuis 2-3 ans, celui Ouais. qu'on a qui est privé, je le Ils sont rappelle, hein, développés. sont extrêmement puissants. Oui, avant, c'était pas connu, cette capacité. On Hmm. n'a pas également conscience de toutes les traces qu'on laisse et qui fait que c'est facile d'avoir de l'information. C'est pas si fastidieux que ça. Quand je dis que je livre en 48 heures, je vais te donner un autre secret, c'est pas tout à fait vrai. Je collecte en 7 minutes, peut-être 30 minutes. Mais je facture 2 jours et j'ai aucune gêne. Parce que avant, c'était 5 jours de collecte et il me restait une Ah demi-journée oui, pour toi, faire c'est le le rapport et rapport, ouais, analyse. c'est ça. Mais moi, je vais prendre 1 jour et La demi valeur, pour c'est le faire rapport que C'est tu le livres, rapport. ouais. Et là, je vais prendre un jour ou 1 jour et demi pour le faire parce que la masse d'informations devient de Ouais. plus en plus importante. Une autre raison, c'est que dans l'esprit commun, un détective privé, Hmm. c'est quoi? Quelqu'un qui enquête sur quelqu'un qui a trompé sa femme ou Ouais, vice-versa. ouais, ça Hein? c'est. Ouais. Le fait de détective d'affaires, c'est un mot que j'utilise, n'est pas rentré encore dans la Non, c'est ce que conscience je constate. commune, alors que nous travaillons que pour des entreprises. On ne prend pas les affaires Des privées. filatures Non, matrimoniales on et ne fait autres. pas ça. On fait des filatures, oui, mais c'est pas du tout matrimonial. Alors, il y a ça aussi qui n'est pas rentré en ligne de compte pour le moment. Il y a aussi l'impression, mais qui est dure comme fer hein, chez les gens, que ça concerne les États-Unis, ça concerne l'Italie, ça ne peut pas nous arriver à nous, Donc, on ici, se au considère Québec. même pas comme une géographie à risque, au On, se même consi- titre que les autres pays. on pense que ça arrive ailleurs, mais Ouais. que parce que entre nous avons de bonnes relations, donc on n'est pas une cible. Tout le monde est du bon monde. Tout- oui, c'est ça. Tout le monde est On du bon vit, monde. rappelons-nous qu'on vit dans un monde de bienveillance absolue. Oui, c'est vrai. Rappelons-nous qu'aucun crime ni aucun délit ne peut se produire parce que nous sommes tous bienveillants, Mm. ce qui est une fausseté énorme. Ouais. La nature humaine, elle est ce Elle est ce qu'elle qu'elle est est depuis toujours. depuis toujours, c'est C'est ça. pas Alors, nécessairement nouveau. ça c'est Les les moyens facteurs qui de expliquent ça. frauder sont nouveaux, mais Oui, puis l'idée de frauder, quand je te dis que les fraudeurs sont au travail, eux sont opportunistes. Ouais. L'IA, ils s'en servent. On pourrait s'en servir tous beaucoup plus et beaucoup mieux. Mhm. Nous, on s'en sert pour contrer, pour contre-attaquer, mais je pense que les fraudeurs travaillent fort, Ouais. il faut le reconnaître, et que nous, on ne croit pas qu'ils existent à notre porte. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, en terminant, Philippe, si je te demandais, pensons à ceux qui nous écoutent, qui sont soit des propriétaires d'entreprise, des hauts dirigeants, qui sont des professionnels, acteurs vraiment de la chaîne d'approvisionnement selon les activités. Quels seraient tes top 3 conseils? Donc, quelqu'un qui vient d'écouter notre échange, qui dit, oh, OK, d'accord, par où je commence? Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour protéger mieux mon organisation? Et qu'est-ce que je peux faire peut-être pour éveiller aussi mes employés et les membres de mon équipe? Quelles seraient les top 3 choses que tu pourrais Alors, je vais reprendre leur de ma conseiller? biographie 3 proverbes. Vas-y. Moi, j'étais dans l'armée, j'étais démineur. OK. Quand on démine, on apprend une chose toute simple. Chaque geste a une conséquence. C'est la première leçon de la vie. C'est ça. Oui. Alors, je pense que quand on a une décision d'affaires à prendre, partenariat, achat, vente, fournisseur stratégique, employé stratégique, pourquoi se priver de collecter l'information utile pour prendre une décision éclairée? Parce qu'une fois que la décision est prise, il y aura forcément une conséquence. Ces moyens existent. Il ne faut pas les systématiser non plus, on est d'accord. On ne vit pas dans ce Non, mais on ne veut pas monde-là paranoïer non Non, plus. Il faut que ça n'a aucun rapport. ça Puis, je s'intègre pense dans qu'il notre faut même façon de faire. Il faut le tout simplement. décorréler complètement. Ouais. Être responsable et vigilant, ce n'est pas de la paranoïa. La paranoïa est une maladie mentale. Être vigilant, c'est de la bonne pratique de Ouais. gestion. Tout à fait, t'as Donc, raison. partir du principe que chaque geste a une conséquence. Association, partenariat, embauche sont des gestes qui auront des conséquences. Donc, il faut que j'évalue et que je les mesure. Quand je te mentionnais aussi que les fraudeurs travaillent fort, tant qu'on est en mode défensif, on s'en sortira pas. Donc, il faut être un petit peu plus offensif que ça. Ça fait partie de faire recours à des cyber-enquêtes. Comprendre que nous sommes visés. C'est normal dès qu'on est attractif.
Donc, une entreprise prospère en approvisionnement, logistique, transport est très attractif pour le crime organisé. Ce sont des gros capitaux, Ouais. ce sont des entreprises stratégiques. Donc, s'il y a un maillon de la chaîne qui saute, Ouais. on en parlait d'ailleurs, Absolument. on a parlé de sécurité des blockchains il y a 3-4 ans Ouais. par la blockchain. Donc, c'est forcément intéressant pour les cyberattaquants parce que ça bloque davantage, ça crée un déni de service beaucoup plus considérable Ouais. qu'un autre secteur qui n'est pas relié à d'autres. Dès qu'il y a chaîne, il y a de l'intérêt. Donc, ne pas croire que ça ne se peut pas qu'on ne soit pas visé. On peut être visé, mais même pas forcément par des fraudeurs pour de l'argent. Une compagnie dans ton secteur, dont tu t'occupes, là, peut être visée pour l'exploit technologique que ça représente pour un groupe de pirates, pour monter en grade dans la culture des pirates. Donc, deuxième conseil, ne pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est évident que plus tu as de la valeur, plus tu es plus tu te démarques aussi, oui, même de tes concurrents, ou donc, dans une industrie en particulier. Et le troisième est très actuel, et j'y tiens beaucoup. Ne plus jamais croire ce que l'on voit. Il faut croire ce que l'on comprend. Donc, un document douanier, passeport, message, quoi que ce soit, il ne faut pas croire ce que l'on voit, ce que l'on entend, il faut croire ce que l'on comprend. Sais-tu combien ça coûte un faux passeport canadien numérique? Donne-moi un prix. Ça doit être pas grand-chose. Tu as raison, c'est 20 $. 30 $ pour un américain, passeport américain ou européen. La version numérique. La version papier-carton, c'est 1000 $. Mets-toi à la place du fraudeur. La première clé de la fraude, c'est ne pas être retrouvé. Ouais. Donc, ne pas donner ma vraie identité. Tu gères bien les risques. Mon investissement, se dit le fraudeur, c'est 20 $. Pourquoi je vais me priver? Donc, pourquoi il y a une telle épidémie de faux documents? C'est parce qu'ils sont accessibles. Alors, ne pas croire ce que l'on voit, mais rester allumé serait le troisième. Alors, cette fois, c'est des conseils génériques, c'est des proverbes. Mais quand même, c'est de la mentalité. Si ça nous habite, on peut quand même arriver... Puis, pour les solutions, on en a mentionné. Pour que la conscience soit vraiment réveillée, il faut faire des tests. Donc, on fait des tests d'intrusion, que ce soit physique ou informatique. Ça va peut-être attirer quelques personnes. La formation. De se tester vraiment. La formation, l'éducation, une fois que tu as goûté à une technique d'entrevue. Parce que moi, j'aime bien ça, rendre mes clients autonomes. Qu'ils n'aient pas besoin d'avoir recours à moi tout le temps. Bien sûr. Parce que, comme tous les gens qui prennent de l'âge dans leur métier, on aime transmettre et être moins... faire des filatures par ce temps-là, la nuit, moins qu'avant. Donc, c'est plus confortable pour moi de faire des podcasts, d'informer, de faire de la cyber-enquête et de la cyber-investigation. Alors, je pense que le volet formation pourrait être court et ciblé, là, 1 heure ou 2, en atelier avec des vrais exercices, exercices d'entrevue, d'interrogatoire. Ça, c'est intéressant. C'est plus qu'intéressant. C'est à la fois fascinant, mais inquiétant. Je sais pas trop. On est un peu mitigé sur le sujet parce que... L'inquiétude ne sert à rien. C'est partout de toute façon, donc autant se préparer, autant essayer de se protéger aussi. Quand on parle des actifs, quand on parle de la réputation, c'est des valeurs extrêmes. En fait, c'est tout ce que l'entreprise vaut, c'est ça. C'est tout. Sa réputation, ses actifs. Donc, autant tenter de les protéger. Merci, Philippe, Merci à toi. de nous avoir éveillés là-dessus. Moi, j'ai appris plein de choses lors de nos rencontres. Je ne sais pas à quel point ça pouvait être omniprésent dans tout type d'organisation. C'est vrai qu'on s'imagine que c'est dans les plus grosses ou quand c'est compliqué. Non, peut-être que les cibles les meilleures sont justement dans les tailles plus moyennes. Le courriel piégé avec la pièce jointe piégée, il arrive par... un employé qui n'a pas été formé à ça, et c'est redoutable une fois que c'est rentré dedans. Donc, quand on fait des pentests, qui faiblit, ça peut être un cadre, un dirigeant, un employé auquel on n'a pas pensé, tout le monde peut être à risque, mais il ne faut pas être négatif. Les fraudeurs travaillent, nous on travaille aussi, et il faut simplement comprendre dans quel monde on vit, et c'est intéressant de se former à la contre-attaque. Ça peut même être excitant et formateur. Oui, mais t'as raison. Donc, j'invite vraiment à ceux qui nous écoutent à profiter de ces conseils-là et à les mettre en application. Puis, s'ils ont besoin d'aide, tu es là pour eux. Écoute, merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Je pense que ça va faire des petits, cette affaire-là. Et puis que ça va se développer dans le bon sens. En tout cas, on l'espère. On vous souhaite bon succès tous. Merci encore. Merci Philippe. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.